Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes dernières transactions que j'ai pu faire là sur les dernières semaines et on va aussi parler rapidement d'évolution AB tout de suite pour commencer. Donc j'ai fait une vidéo sur le sujet là il y a quelques semaines sur le fait que Evolution AB coupait ses dividendes pour cette année et donc la question qui se posait c'était de savoir qu'est-ce qu'ils allaient faire du cash des bénéfices. Et donc, entre-temps, ils ont publié le rapport annuel 2025 et dedans, on peut lire que, je vous ai ici surligné en jaune, que le board a décidé de distribuer 100% des bénéfices en rachat d'actions. Donc, bien sûr, c'est du cash qu'ils excluent de l'activité M&A. On avait un peu parlé aussi dans cette dernière vidéo que j'estimais qu'ils allaient probablement faire du M&A. Donc là, ça peut potentiellement se confirmer. De toute façon, c'est une boîte qui va chercher à grossir, donc il y aura forcément du M&A. Et tout le cash qui ne va pas servir dans ce rachat d'entreprise, il sera distribué 100% en rachat d'actions, en tout cas pour la prochaine année à venir. Ce que le board dit, c'est qu'ils veulent que ce cash soit utilisé pour créer le plus de valeur possible pour l'actionnaire. Donc parfois, le cash va être utilisé pour faire un maximum de rachat d'actions quand on aura une valorisation qui est très basse, comme à l'heure actuelle. Mais des fois, ça sera beaucoup plus judicieux de verser un dividende parce que quand on a une entreprise avec une valorisation très élevée, imaginons que la valorisation d'évolution AB remonte fortement, pourquoi pas du 30-40, et ben peut-être que là, ils vont préférer verser un dividende parce que pour eux, ils estimeront que ça sera mieux, que les retours sur le capitaux sont mieux de faire ça plutôt que de racheter sa propre action et estimer une croissance de 3-4% par an. Ça serait pas judicieux pour eux d'utiliser leur cash comme ça. Donc voilà, on attend de voir ce qu'ils vont dire aussi. Je crois qu'il y a la publication des résultats à la fin de ce mois-ci, si je dis pas de bêtises. Donc ils vont probablement peut-être en parler. Ou alors on aura des analystes qui vont poser des questions sûrement à ce sujet. Et pour l'instant, voilà ce qu'on sait. Donc, il y aura du M&A, c'est à peu près sûr, et que tout le cash qui ne va pas être utilisé là-dedans sera redistribué grâce à des rachats d'actions. Et si un jour la valorisation revient un peu plus élevée, ils n'hésiteront pas à reverser des dividendes. Voilà. Ensuite, il y a une boîte que j'ai rachetée il y a quelques semaines. Ça commence à faire un petit moment, hein, ça doit faire presque un mois, je pense que ça doit faire à peu près un mois que j'ai racheté du Mastercard. Donc là, on a une boîte qui est entre 8 et 9% de mon portefeuille. Donc on a Mastercard qui fait du moins 13% depuis le début de l'année. Donc voilà, moi j'en ai profité pour me repositionner dessus. Donc moi j'ai racheté à 490 $, soit entre 25 et 26 fois le free cash flow, si je me souviens bien, ce qui est un des niveaux les plus bas que Mastercard a connu. Si ce n'est le niveau le plus bas, il faudrait que je retourne checker. Oui, du coup, je suis allé voir, ça sera plus simple. Donc ouais, là, on a toujours entre 25 et 26, à peu près au même prix. Et donc, on peut voir qu'elle a touché à peu près les 25 là en 2022. Là, on est tombé à combien à peu près? On est tombé à 26, ouais, on peut dire que c'est à peu près pareil. Donc, c'est quoi? C'est 2020? Ouais, c'est ça, pendant le Covid. Et après, ça remonte à 2016. Donc, en 10 ans, elle a touché 3 fois, 25 fois le free cash flow, 25-26 entre les deux. Donc, ça me semblait un bon moment pour acheter Mastercard, un bon point d'entrée. Donc voilà, j'ai pas hésité, j'ai renforcé ma position et maintenant on est à 8-9% de mon portefeuille. Donc on va rappeler un peu pourquoi l'action aussi a baissé. Il y a eu plusieurs choses, donc je ne vais pas revenir sur tout. J'avais expliqué un peu aussi dans ma vidéo sur les résultats de Mastercard. On avait Donald Trump qui avait souhaité imposer un plafonnement des taux d'intérêt des prêts, justement sur tout ce qui était carte de crédit, tout ça, à 10%. Sauf qu'on avait vu que c'était compliqué parce que si c'est ce qu'il se passait, les banques ne pouvaient plus se protéger correctement du risque et donc elles pouvaient ne plus proposer de carte de crédit autant qu'avant, en tout cas plus aux mêmes personnes, au même nombre de personnes, qui ferait pareil un baisse de volume des ventes des cartes bancaires, cartes de crédit pour Mastercard.
Mais en fait, ça serait pas judicieux de plafonner ces taux d'intérêt sur les cartes de crédit. Ça créerait encore plus de disparités entre toutes les catégories sociales qu'il peut y avoir. Donc voilà, pour l'instant, moi, ça m'inquiétait pas. Dans les derniers résultats, ça inquiétait pas Mastercard non plus parce qu'on n'avait pas d'avancée à ce sujet-là. Donc voilà, pour l'instant, aux dernières nouvelles, c'était toujours au point mort. Et on a aussi une baisse de l'action, selon moi, suite à tout ce qui est les stablecoins, parce qu'on a un volume de paiement qui grossit à ce niveau-là, qui grossit assez vite. Donc pour faire très très simple, hein, je suis pas un expert du sujet, mais les stablecoins, ça va être une crypto-monnaie, donc c'est tout géré sur la blockchain et ça va avoir une valeur unitaire équivalente à la monnaie classique d'un État. Ça peut être l'euro, ça peut être le dollar. Donc en gros, 1 dollar égale 1 USDT, donc le stablecoin de Tether. Voilà. En gros, vous avez votre dollar numérique. Et donc on a une très grosse croissance, je le disais, au niveau de ces stablecoins. Beaucoup plus de paiements qui sont traités dans cette monnaie-là, parce que c'est du peer-to-peer, enfin, c'est traité avec la blockchain, donc c'est du peer-to-peer, on n'a plus d'intermédiaire. Donc là, ça serait risqué pour du Mastercard qui prend des commissions sur chaque transaction. Donc si vraiment, pour l'instant, on n'y est pas du tout, hein, mais si on a vraiment une très grosse croissance des stablecoins et que ça se propage également vers de l'individuel, comme moi par exemple, et que j'utilise des stablecoins pour payer, là ça va commencer à être danger pour Mastercard. Pour le moment, c'est surtout dans du B2B où les entreprises ont besoin d'avoir des transactions traitées immédiatement. Elles veulent pas se prendre la tête, elles veulent des transactions qui se convertissent aussi par exemple en fonction des devises choisies, où tout est fait automatiquement, très rapide. Donc voilà, c'est surtout à ce niveau-là. On est vraiment dans une tendance B2B internationale, tout ça. Parce qu'avant, la plupart des transactions étaient traitées aussi avec le réseau classique Swift. Donc c'est ce qui est traité aussi pour nous, les particuliers, quand vous achetez, vous faites vos courses, tout ça, vous payez avec votre CB. Donc ouais, comme je disais, avec le réseau Swift, c'est quand même très compliqué. Nous, on le remarque pas forcément. Vous regardez sur votre compte bancaire quand vous faites la transaction. Vous voyez qu'elle va passer prochainement, ou alors vous voyez que vous avez reçu des sous, vous avez l'impression que c'est immédiat. Pareil, vous pouvez faire les virements immédiats, tout ça, etc. Mais déjà, vous avez des intermédiaires, alors que sur du stablecoin, c'est du peer-to-peer sans intermédiaire. Donc ça peut faire baisser considérablement les frais qu'il y a sur une transaction. Mais surtout, c'est pas immédiat, hein. C'est pas parce que vous voyez les chiffres affichés sur votre compte que c'est immédiat. Alors, par exemple, moi, je veux faire un virement, donc je dis à ma banque que je veux faire un virement. Ensuite, cette banque contacte je ne sais pas quel autre organisme pour dire qu'il y a un virement qui va être fait envers telle banque, qui elle-même va contacter. Enfin, c'est tout un cheminement hyper complexe. On a une chaîne de valeur très longue, d'où l'importance des stablecoins, blockchain, tout ça, dans les paiements à l'avenir pour des paiements instantanés. Parce que actuellement, c'est quand même très compliqué et on n'en est pas du tout à ce niveau-là. On a aussi Stripe qui s'est lancé, si je dis pas de bêtises, sur tout ce qui est les paiements en stablecoin. Donc pareil, on peut voir de la concurrence qui s'accélère à ce niveau-là. Donc beaucoup de gens se sont inquiétés pour Mastercard à ces sujets de stablecoin. Et bon, comme beaucoup de fois, on a une entreprise qui souhaite prendre le virage de cette tendance et elle a acquis BVNK pour 1,8 milliard de dollars et donc BVNK qui est une boîte de stablecoin. Donc voilà, on le dit juste ici, si vous allez sur le site de Mastercard, vous regardez un peu ce qu'ils expliquent par rapport à BVNK. Donc ils le disent bien que les stablecoins, hein, ça représente une opportunité avec une grosse croissance en ce moment, notamment pour le transfert de fonds internationaux. On a donc du peer-to-peer, du B2B. Donc voilà, on a une entreprise qui se laisse pas manger, qui reste assez solide, même si on parle de la croissance des CB, tout ça. On a énormément de régions du monde qui sont pas forcément encore bien bancarisées. Donc pour moi, c'est pas une inquiétude. Mastercard, ça a toujours été une boîte solide. On est loin pour l'instant d'une disruption, selon moi. Et pour finir, on n'en parle jamais assez, hein, mais c'est l'entreprise FICO.
que j'ai racheté, on est quel jour là? On est le 12, donc j'ai racheté avant-hier, vendredi 10, suite à la grosse baisse. Je sais pas si vous avez vu, si vous suivez le dossier, mais là depuis vendredi, elle a subi une grosse baisse. On a une entreprise qui a fait moins 15% sur une seule session, donc ce qui est énorme. Et moi j'en ai profité pour racheter. À combien j'ai racheté? Je crois que c'était 960 $. Donc, ça fait l'équivalent d'à peu près 30 fois le free cash flow. Donc, c'est ce que je m'étais fixé dans les dernières vidéos, en dessous de 1000, aux alentours de 30 fois le free cash flow. Donc, point d'entrée respecté. Maintenant, si je dois racheter, parce que là, on est à quoi? On est à 6% à peu près de mon portefeuille sur FICO. Donc, je peux potentiellement encore en racheter, mais il va falloir que ça baisse bien comme il faut quand même. Je pense pas que j'en rachèterai au-dessus des 800 $. Il faudrait que ça descende à 750, entre 800 et 750. Et donc pourquoi l'entreprise a baissé ce vendredi? Donc on a eu plusieurs choses aussi. J'ai eu du mal à chercher la cause vraiment de ce qu'il y avait eu. Mais on peut noter qu'il y a eu certains analystes de certaines banques qui ont juste dégradé l'objectif de cours pour l'action en se disant que bah ouais, elle était peut-être un peu surévaluée. Donc voilà, il y a ça, mais pour moi ça vaut pas 15-16% de baisse. Puis franchement, les estimations d'analyse, c'est vraiment quelque chose dont je m'en fous. Après, si c'est quelque chose qui a causé une baisse, c'est important de le prendre en compte. Mais c'est pas quelque chose sur lesquels je me fixe pour faire mes achats. On aurait une accélération apparemment aussi du Vantage Score qui prendrait de plus en plus de terrain face au score FICO. Donc on a un Vantage Score qui est beaucoup moins cher que le score FICO. Et pour rappel, c'est un score qui a été créé par les trois bureaux de crédit. On a TransUnion, Equifax et je me souviens jamais du dernier. Ils ont choisi de créer ça en 2006 pour concurrencer FICO. Mais pareil, j'attends de voir ce que ça va donner. Je trouve que le fait d'avoir une entreprise indépendante à ces trois bureaux de crédit pour justement noter, classifier euh, un risque ou un niveau de santé d'un dossier de crédit, ça me paraissait quand même une bonne option. Donc peut-être qu'il y a des prêteurs qui vont préférer une certaine indépendance, payer un peu plus cher pour le FICO score, plutôt que de payer un Vantage Score au bureau de crédit. J'ai lu aussi, alors je n'ai pas trouvé de source vraiment fiable, mais que le bimerge apparemment aurait été accepté plutôt que le trimerge. Donc pour rappel, le bimerge, c'est le fait qu'on peut utiliser les données que seulement deux bureaux de crédit sur les trois. Avant, il fallait obligatoirement utiliser les trois. Maintenant, on peut n'en utiliser que deux. Alors en plus de ça, maintenant on peut utiliser le Vantage Score en plus du FICO Score. Enfin, ouais, soit l'un, soit l'autre. Et donc ces deux choses peuvent faire baisser le volume des ventes des scores FICO. Donc ça sera quelque chose à suivre. Mais bon, comme vous avez vu déjà ma dernière vidéo, j'imagine, sur le sujet, vous savez que pour moi, c'est pas quelque chose qui m'inquiète. On avait un management qui avait donné une bonne guidance lors du dernier quarter result. Donc j'attends de voir ce que ça va donner pour le prochain. Parce qu'on a en général un management qui est assez conservateur sur ses prévisions. Et ils ont très rarement raté leurs prévisions. Je crois que c'est arrivé une ou deux fois de rater leurs objectifs et que pour l'instant, ils n'étaient pas revenus sur ce qu'ils avaient dit. Donc, encore une fois, la baisse est arrivée il y a 2 jours. Ils vont pas là tout de suite dans le week-end se prononcer là-dessus. Peut-être qu'on va y avoir quelque chose sur la semaine prochaine, mais pour l'instant, on n'a pas de guidance revue à la baisse de la part du management. Donc voilà, j'ai fait grossir un peu tout ça. J'ai racheté du Mastercard, du FICO, qui sont pour moi deux entreprises très solides. Et on a vu pour Evolution AB qu'on aura 100% de rachat d'actions probablement cette année parce que la valorisation est très basse. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me soutient. Vous pouvez me laisser un commentaire aussi, j'essaie de répondre à tout. Mettez un j'aime aussi à cette vidéo et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà, à plus!